Article 7, alinéa 4. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle. Or, le président de la République est en même temps le président national du RDPC. On élit le président national du RDPC par voie élective. Donc, et en fait, contradiction, c'est plat, ça pose un problème. C'est au-delà de la lettre. Ce n'est pas une association politique. Mais elle est élective. Et lisez encore bien. Le président de la République et la fonction présidentielle sont incompatibles avec toute autre fonction élective. Cyril. Toute autre fonction élective. Merci beaucoup. Même si c'est dans le quartier. Cyril, il y a, lorsque la lettre de la loi est relativement ambiguë, on recherche son esprit. Et la lettre, donc cet article 7 déjà, vous parle clairement de toute fonction élective. Au regard des statuts du RDPC, le président est bien élu. Mais l'esprit maintenant, c'est de confiner le chef de l'État à ça, en dehors de ses charges familiales. C'est de s'occuper pleinement de notre pays. Il n'est pas question, accédant à la magistrature suprême de l'État, que le chef de l'État soit distrait. C'est de ça qu'il est question. Bon, pour comprendre, parce que toute cette exégèse-là permet de comprendre, de donner un sens à chaque disposition d'un texte. Donc, en dispensant, en déclarant incompatible la fonction présidentielle avec toute autre fonction, l'esprit, c'est... Bon, le chef de l'État a une famille, il a une vie privée. On ne peut pas le lui interdire. Mais, par rapport à son occupation, toute son énergie, toute sa pensée, tout son esprit doivent être orientés vers l'organisation du bien-être de ses compatriotes. C'est pourquoi c'est le principal débiteur de chaque chose à l'égard des Camerounais. Justement, mais à ce niveau, professeur Tim Chouan, est-ce que le président Paul Biya lui-même a mis en place le Conseil constitutionnel pour régler de ces questions, pour connaître de ces questions? Pourquoi le Conseil constitutionnel n'est pas saisi pour ces manquements à la Constitution? À vous poser également une question très intéressante, mais elle est liée à notre système juridique. Toutes ces violations dont nous parlons, vous allez voir que les mécanismes sont verrouillés. Sont verrouillés pour aménager en faveur du chef de l'État une quasi-immunité. Avant même de revenir à votre question, je vais demander à notre panéliste de lire l'article 53. Lisez un peu l'article 53 de la Constitution. Je vais y revenir. Je n'oublie pas votre question. Ça va, vous allez comprendre pourquoi. Oui. Article 53 qui figure dans le titre 8 de la Haute Cour de justice. Alinéa 1, donc c'est en parenthèse nouveau dans la loi de 96. La Haute Cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoir en application des articles 10 et 11 et 12 dessus, en cas de complot contre la sûreté de l'État. Alinéa 2. Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat, statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des 4/5 des membres les composant. Alinéa 3. Les actes accomplis par le président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus sont couverts par l'immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l'issue de son mandat. Alinéa 4, l'organisation, la composition, les conditions de saisine ainsi que la procédure suivie devant la Haute Cour de justice sont déterminées par la loi. Alors, voilà le texte qui met en place une institution, l'unique institution capable de mettre en difficulté le chef de l'État. Je crois que vous suivez l'actualité mondiale. Dilma Rousseff a été destituée pour un acte de corruption banal. Vous avez les exemples à travers le monde où les chefs d'État, parce qu'ils sont soumis à la primauté de la loi, sont destitués avant la fin de leur mandat. Au Cameroun, c'était le cas en Corée du Sud. Oui, le seul levier qui permettrait de mettre en difficulté le chef d'État, c'est bien cet article 53, qui prévoit la mise en place d'une institution particulière qu'on appelle la Haute Cour de justice. Elle n'existe pas. Quel est le Camerounais qui peut me montrer aujourd'hui là où se trouve la Haute Cour de justice? Les membres ne sont même pas nommés. Parce qu'on pouvait estimer que les membres sont nommés, étant donné que les actes qui peuvent être mis en cause devant la Haute Cour de justice sont des actes assez rares, on pourrait dire, bon, en cas de besoin, cette Haute Cour pourrait siéger au palais des congrès, ainsi de suite. Donc ne pas avoir nécessairement un édifice qui lui soit dédié.
Mais il faut déjà au moins que la haute cour de justice existe. Et vous voyez la procédure. Oui, mais cette même constitution, professeur, avait été, il est mentionné qu'elle sera mise en place progressivement. Le Cameroun est une jeune démocratie. Ça aussi, c'est aussi un entorse du droit. On ne met pas en place des institutions progressivement. Progressivement. Est-ce que le Cameroun est moins de remettre au... Non. Mais si vous admettez la constitution, Le Conseil constitutionnel a été mis en place plus tard. À partir du moment où vous admettez que le chef de l'État n'est qu'une personne et qu'à tout moment il peut faillir, mais c'est une institution qui n'a pas besoin de traîner. La déclaration des biens, pourquoi est-ce qu'elle doit traîner? Elle a besoin d'un temps pour le faire. La déclaration des biens du chef de l'État, l'article 66, mais c'est une disposition impérative. Ça concerne sur les ministres. Donc je voulais vous dire que quand vous avez donc lu l'article 55, vous avez vu la procédure pour la mise en difficulté du chef de l'État. Il faut passer par l'Assemblée nationale à un vote de 4/5. Au Cameroun, c'est possible. Est-ce que c'est pas pour la stabilité de l'État? Non, c'est pas. En fait, Cyril, ce que le professeur voudrait dire en point de vue compréhension, parce que là, c'est l'intellectuel qui parle. Au point de vue compréhension, c'est qu'un pays est né à partir de sa constitution. On ne peut pas donc faire naître un pays progressivement. C'est ça le problème, c'est ça la difficulté que nous avons au Cameroun. Parce qu'à partir du moment où vous l'étiez progressivement, si vous choisissez le moment où vous mettez en place telle chose, le moment où vous mettez telle chose. Donc on doit avoir la première république, la deuxième république et la troisième république suffisamment encadrées. Je prends encore un cas pour que vous compreniez très bien. Quand vous prenez les textes sur les collectivités, signés par le chef de l'État en décembre 2019, il est dit dans son article, je pense article 300 quelque chose, si j'ai bonne mémoire, que au plus tard, en 2021, janvier 2021, toutes les instances qui concourent au fonctionnement des régions doivent être en place. 2021. Nous sommes en 2025. Il y a le Covid en 2020. Ah, et en 2000, donc, par conséquent, donc, vous êtes un grand spécialiste qui aide le chef de l'État à nous distraire. Merci Cyril. Merci. Ah oui, bien sûr. Voilà, vous voyez, c'est un argument imbattable, le Covid. Donc Cyril, vous comprenez que... Donc pour chuter, à la lecture de l'article 55, à la lecture de l'article 55, 53 je voulais dire, vous voyez bien que le président bénéficie d'un verrou parlementaire. Parce que même quand la question de la mise en cause du chef de l'État sera adoptée dans le principe, il faut encore obtenir la majorité des 4/5 des députés. Or, quand on connaît la configuration... 180 vous divisez par 5. Quand on voit la configuration de l'Assemblée nationale, et lorsqu'on connaît la force de la discipline du parti État RDPC, obèse et discipliné. Obèse et discipliné. Mais revenons maintenant à un détail plus technique. Les lois qui violent la Constitution au Cameroun devraient être anéanties par une procédure qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité des lois. Exact. Et le contrôle de constitutionnalité connaît... C'est verrouillé encore. C'est le Conseil constitutionnel. Je réponds à votre question, parce que c'est l'origine de la question. Mais je voulais déjà vous faire voir le parallèle entre la question et l'article 53, dont lecture venait de nous laisser. Pour vous dire qu'il y a des problèmes sérieux dans notre pays. Donc, on a besoin de refonder le Cameroun. Quand on parle de problèmes on a besoin de le refonder. Il faut bien que les Camerounais comprennent de quoi on parle. Et je ne suis pas sûr qu'on a toujours eu le temps de débattre de ces choses. Vous comprenez que ce n'est pas une expertise de privatiste. C'est une expertise d'un homme simplement avisé, qui est intéressé par l'actualité de son pays. Pour le dire avec autorité, et je vous donne les références. Je confonds les collègues qui essaient de prétendre que le privatiste n'a pas parole en ce domaine. Je vous dis, vous lisez. Donc je vous dis, quand maintenant une loi est anticonstitutionnelle, normalement il y a le mécanisme de contrôle de constitutionnalité. C'est prévu dans la Constitution. J'oublie un peu les dispositions, mais si vous parcourez la Constitution, vous allez le trouver. Le contrôle de constitutionnalité a deux variantes. Il y a le contrôle de constitutionnalité par voie d'action, et le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Le mécanisme qui est le plus protecteur pour tous les citoyens, c'est de mobiliser ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité par voie d'action. C'est-à-dire que, au lendemain de la promulgation d'un texte par le chef de l'État, on peut attirer son attention sur la violation de la Constitution par cette loi, et le chef de l'État n'a même pas besoin d'aller devant le Conseil constitutionnel. Il peut retirer son acte de promulgation et renvoyer le texte au Parlement pour une seconde lecture. Et là, la seconde lecture, en fait, c'est un moyen élégant pour permettre au chef de l'État de dire ce texte, j'ai compris ce que les gens ont dit, il viole la Constitution. Donc la seconde lecture, en fait, c'est une recommandation que le chef de l'État fait
aux parlementaires En une phrase avant. de reviser la loi dans un sens bien précis. Attends, justement, mais il y a une batterie de conseillers juridiques autour du chef de l'État. Pourquoi ne l'aide pas, ne l'encadre, le chef de l'État ne le conseille pas sur la constitutionnalité de certains actes qu'il pose, ou alors de leur adéquation avec la Constitution? Je suis très mal placé pour répondre à cette question. Peut-être qu'il va vous aider. Oui, je l'aide pas. Pour la question politique. Oui, exactement, c'est le politique justement. Oui. Les techniciens posent et le président est le juge de l'opportunité. Ah, d'accord. Donc il voit très bien, mais il n'intervient pas. C'est tout. Il voit, mais il n'intervient pas. Il est juge de l'opportunité. C'est le président de la République. C'est ça quand vous donnez le gouvernement. C'est pour ça que lorsque vous votez quelqu'un, vous avez le droit de manifester pour lui rappeler ses engagements pris. C'est ça le droit de manifestation. Or, dans une bonne démocratie, vous votez Siri Bojiko, président de la République, et une fois qu'il ne remplit pas son programme comme cela se doit, vous avez le droit de manifester pour dire oui, nous ne sommes pas d'accord parce que tu es engagé à telle chose, tu ne la respectes pas. C'est ça le rappel des engagements pris devant le peuple. Quand on interdit les manifestations, comment veut-il que la démocratie s'exprime au Cameroun? On a besoin d'en parler. L'émission, des prolongations. Merci.